Le Grand Prix, au fond, c'est l'Eldorado des proxénètes. Fait que c'est vrai que pendant la fête du Grand Prix, il y a plein de prostituées. Ah mon Dieu, oui, c'est que ça vient avec la prostitution. Ça fait partie de la culture du Grand Prix. Je vous dis, c'est l'épicentre. Montréal est considéré comme le Bangkok de l'Amérique du Nord. Ce qu'on constate, c'est que l'âge moyen est de 14 ans. Au Canada, c'est un marché de la jeunesse, c'est-à-dire 22 ans, tu es trop vieille pour le marché. C'est quoi le trafic humain? C'est le fait de recruter en vue de l'exploiter sexuellement. Donc, on recrute, on va chercher les filles les plus vulnérables. Pourquoi le marché est comme ça, selon vous? Mais c'est la demande, c'est ce que les gens désirent. Voilà, c'est ce que les hommes veulent. Pourquoi la police n'intervient pas? Cette espèce d'hypocrisie dans notre société où on dit quand c'est mineur, c'est de l'exploitation, quand c'est adulte, ben, c'est un choix. Donc, est-ce que ces filles-là ne peuvent pas fuir? Dans la catégorie qui ont des pimps, oubliez ça. Quand on vous met un gun dans la tête, là, pour que vous fassiez des fellations, là, je pense que tu décorpores rapidement. Moi, les victimes me disent là, que durant cette période-là, elles sont obligées de faire parfois 25 prostitueurs. En une journée? Oui. Donc, en 24 Il heures? y en a qui ne dorment pas. Je leur dis, c'est quoi pour toi la prostitution? Elles me disent tout, c'est un viol tarifé. Alright, gang, c'est la semaine du Grand Prix ici à Montréal. Il y a beaucoup de choses qui vont dans cette semaine-là. Aujourd'hui, on est ici pour parler du côté sombre de qu'est-ce qui se passe dans le behind the scenes de la F1. Fait qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne considèrent pas souvent. On voit les belles autos, on est dans une McLaren présentement, on voit la course, on voit les parties, mais il y a le côté sombre. On a reçu Maria Mourani qui va nous expliquer tout ce qui vient avec le Grand Prix, souvent au niveau de la criminalité. C'est vrai que c'est une grosse conversation. J'espère que ça va en édifier beaucoup. Ça va ouvrir les yeux de plusieurs. Honnêtement, on a été bénis d'avoir cette conversation avec une professionnelle, criminologue, sociologue. Elle a fait des études et reconnue. Toi, tu la connaissais. Moi, personnellement, je la connaissais pas avant. C'était quoi ton impression après l'avoir entendu? Honnêtement, c'était tellement enrichissant de savoir quelqu'un qui connaît autant ça, puis aussi vraiment à cœur les victimes, mais aussi pas juste, tu sais, de un, à nous expliquer que c'est pas juste les filles qui sont victimes de ça, mais c'est aussi tout le monde, même eux autres, même les prostitueurs, comme elle les appelle, eux autres aussi, c'est des victimes. Tout ça, ça englobe une gang de victimes, puis c'était vraiment intéressant de voir son point de vue là-dessus. Fait avant d'aller à la conversation, on veut vous rappeler qu'on est sur Patreon. Yep. Ça commence cette semaine, 2 épisodes par semaine, fait allez vous abonner pour De Vrai Point Talk Show. Yeah, c'est un gros épisode, là. Je l'ai annoncé, c'était peut-être dans mes épisodes préférés, mais c'est un épisode avec John, un ancien franc-maçon. Il expose tout ce qui se passe dans ça, puis c'est ça, on voulait commencer Patreon avec un banger. Fait que pendant 6 semaines, on va sortir 2 épisodes par semaine. Puis c'est ça, fait que l'épisode qui sort sur Patreon va sortir 6 semaines plus tard sur YouTube. Fait que le premier lien dans la description, c'est pour vous abonner sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager notre ministère. Fait qu'on se voit le 12 juin. C'est là qu'on commence sur Patreon chaque jeudi. On remercie Victor, Agency Builder. Yep. On remercie Nico Tang. Les meilleurs commanditaires, c'est aussi grâce à eux que pour de vrai peut exister. Là, on s'en va Victor, puis après ça, on commence le podcast. Gros épisode. Restez jusqu'à la fin, attachez vos trucs parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent dans ce podcast. Avant qu'on finisse, on est à Vanguard Car Rentals. Puis il y a aussi Car Discount. Fait que si vous voulez une McLaren ou une auto plus abordable, venez les voir, c'est la place to be. C'est crazy. Alright, gang! Fin de semaine, la F1, podcast avec Maria Mourani, on expose tous les crimes qui se passent. Puis, ben c'est ça, fait que là, en ce moment, on est avec notre sponsor, Victor Saint-Jacques. Puis, je me promenais ces clips. Là, je checkais un peu les commentaires de nos clips, dont le podcast qu'on a fait, que tu disais publiquement que tes business rapportent 100 000 $ par mois. Puis là, il y a plein de monde qui se disait, c'est pas vrai, c'est un arnaqueur, c'est impossible que ce petit jeune-là de 21 ans, il fasse ça. Ce qui est complètement légitime. Parce 100%, parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs sur Internet. Puis ce que je veux faire en ce moment, puis tu peux rendre ton sel si tu veux, puis le filmer pour montrer aux gens que c'est pas des screenshots ou rien, mais je veux montrer, puis je fais pas ça pour flasher, je fais pas ça pour montrer qu'on est des big shots ou meilleurs que personne. C'est littéralement juste pour être capable de prouver aux gens que quand on parle de JC Builder, quand on parle qu'on est capable d'aider les gens à scaler des agences, c'est parce qu'on le fait vraiment au quotidien. Donc là, ce que tu vois là, ben là, on parle des 2 dernières semaines où on a juste dit, on parle de plus que 30 000 qui a été collecté. Là, tu te dis, ah, c'est pas 100 000. Ouais. Premièrement, c'est juste les 2 dernières semaines. Après ça, tu regardes tous nos virements. Tu peux calculer, si tu veux, toutes les amounts. Tu peux les ajuster. Fait que 3 000, 4 000, 3 000, 4 000, 1 000,
3000. Les dates aussi. On voit les dates 2300, 2300, 2500, 3000, 3000, 3000, 4000. Ouais. Fait que tu vois même que les mois d'avant, 2000, 2000, 2000, tu vois, 2000, 2000, 6200, 4900, 3000. Fait que tu vois que même les mois d'avant, tu sais, c'est pas comme on l'a fait un mois puis on l'a plus jamais fait après. Probablement, il y a une chose à comprendre, c'est que dans une compagnie, quand tu dis que tu fais 100 000, probablement, c'est pas comme un salaire. Tu sais, si je veux dire, un médecin fait 300 000 par année, c'est 3 000 de salaire. Quand tu as une business, c'est des revenus. Tu as de l'impôt à payer là-dessus, tu as du staff. On s'entend, c'est pas 100 000 qui me reste dans mes poches en profit. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est que les business généraient 100 000 de revenus. Après ça, il y a aussi la différence entre des comptes que tu envoies puis que tu es en attente du paiement. Tu sais, c'est pas parce que tu envoies la facture au client que tu vas nécessairement tout le temps collecter l'argent de là. Mais c'était juste pour montrer, en fait, aujourd'hui, pour finir le débat, à dire, genre, je comprends qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vendent des formations, puis que la seule façon qu'ils font de l'argent, c'est en vendant des formations. Moi, j'ai juste montré aujourd'hui que l'argent qu'on fait, on l'a fait vraiment avec nos services d'agence. C'est pour ça qu'après ça, je suis en capacité de dire, moi, je vais être capable de t'aider à scaler ton agence à plus que 10 000 par mois, parce que je l'ai déjà fait pour moi, puis pour aussi beaucoup d'autres étudiants et clients. Exact. Puis ça marche pour de vrai. T'as les preuves à l'appui. C'est vraiment juste ça le but de montrer. Pas des screenshots, parce que des screenshots, tu peux photoshopper tout, mais vraiment montrer les vrais emails puis toutes les données que t'as. Parce que ton produit, il marche pour de vrai. Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai pas peur de montrer ça. Encore une fois, je tiens à le dire, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus pour ça. Puis je montre pas ça pour show off. Je montre ça juste pour montrer aux gens que voici, moi, tu peux me truster. Pas beaucoup de personnes dans l'industrie qui vont être prêtes à montrer ces montants-là parce que ça parle beaucoup, mais ça fait pas grand-chose. J'ai montré ces chiffres-là purement à titre de preuve sociale et non pas pour show off aujourd'hui. Let's go. Fait que c'est sur agencybuilder.ca que ça se passe si tu veux bâtir ta propre agence. Let's go. Clique sur le lien dans la description. Alright, what's up, what's up? On est ici avec Maria. Fait que Maria, on voulait te recevoir, pas pour parler de la mauvaise saison de Lewis Hamilton présentement, mais pour te parler de Pas tout. sûr que j'y connais grand-chose. Ouais, mais Ça fait 3 de nous, on n'est pas on connaît absolument rien de ça. Mais justement, moi, j'ai eu la chance, avant d'aller 2 années de suite au paddock, puis tout, puis j'ai vu un peu les behind the scenes de tout ce qui se passe. Mais on va te parler de justement tout ce qui se passe dans les behind the scenes de la Formule 1 qu'on voit pas, puis dans la ville de Montréal et tout. OK, grand plaisir. Moi, je veux prendre le temps de dire merci. C'est un honneur, un privilège, un grand travail que tu fais. Je t'en remercie. Puis je pense que c'est important. Puis juste, on parlait du concept. Puis j'ai dit, ben je vais envoyer un courriel, on va voir si elle nous répond. Tu nous as répondu. Merci beaucoup, c'est très Ça fait apprécié. plaisir. Merci. Yes, fait que c'est une grosse semaine. Puis c'est ça, fait qu'on voulait commencer avec. Ben c'est ça, qu'est-ce que tu connais des behind the scenes de la Formule 1? Bon, que dire? C'est sûr qu'il faut voir le Grand Prix du Canada comme un grand événement sportif à Montréal. Est-ce qu'on est gagnant de recevoir cet événement-là? Moi, je ne suis pas encore sûre de ça. En tant que ville. En tant que ville, déjà, en partant, est-ce qu'on est gagnant en termes économiques? Il y en a qui disent que oui, les commerces fonctionnent à plein régime. Oui, mais la police aussi fonctionne à plein régime. Il y en a qui disent qu'on en a pour l'argent, mais on paye pour avoir le Grand Prix du Canada ici. Donc, depuis le temps que je m'intéresse au Grand Prix, j'ai pas encore la réponse. Est-ce qu'on est gagnant économiquement? C'est sûr. Je vais ouais? juste t'interrompre parce que tu dis, parce qu'on l'a peut-être pas présenté, puis moi, je sais t'es qui. Jérémy savait un petit peu moins. Depuis le temps que tu... Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton background? Ça fait combien de temps que tu te penches sur cette question-là spécifique? Puis ton D'accord. travail de criminologue en grand? Moi, je dirais, en résumé, ça fait plus de 20 ans. Je sais, ça ne me rajeunit pas, mais je suis toujours jeune quand même. Ah, merde. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, disons, de la criminalité. Donc, ma grande expertise, c'est les groupes criminels. Que ce soit les gangs, les hells, la mafia, le trafic humain, c'est aussi ma grande spécialité. La prostitution juvénile, enfin, moi, j'aime pas dire le mot prostitution juvénile parce qu'il n'y a pas de prostitution juvénile. Il y a juste des agressions sexuelles faites envers des mineurs. Donc, au fond, le trafic humain, mineur, juvénile. Et bien sûr, je me suis aussi intéressée au phénomène des jeunes qui quittent les pays occidentaux pour aller rejoindre des groupes dits terroristes, dits djihadistes, etc. Je me suis intéressée à ce sujet-là. Je m'intéresse aussi beaucoup à les dynamiques carcérales. OK. J'ai vraiment une expertise en criminologie qui est très variée. La référence au Québec. Est-ce que c'est exagéré? Je comprends que tu ne diras pas, mais
Mais Parmi une des personnes qu'on appelle souvent pour discuter de différentes... moi, je me souviens étant plus jeune, il y avait Jean-Claude Bernheim pendant une certaine période. Oui. Puis à un moment donné, dans toutes ces questions-là, on a remplacé Bernheim par Maria Mourani. Ah, ben c'est gentil, c'est un grand honneur de me dire ça. Ben écoutez, moi, on m'appelle même à l'extérieur du Québec pour commenter l'actualité criminelle. Voilà, je vais le dire comme ça, l'actualité criminelle, quels que soient les sujets, mais disons que là où on me spécialise, malgré, moi je leur dis toujours, j'ai plus que les groupes criminels, c'est ça, c'est le trafic humain, groupe criminel, etc. Et je vous dirais, en travaillant sur les groupes criminels, j'en suis venue à développer des expertises sur le trafic de drogue, trafic d'armes et trafic humain, parce que c'est les 3 grands produits de ces organisations-là. Et le trafic humain, quand j'ai commencé à travailler là-dessus au Canada, donc en 2006 exactement, 2005-2006, ça fait un petit bout, ben, au Canada, on considérait qu'il n'y avait pas de trafic humain au Canada de manière majeure. Or, parce qu'à cette époque-là, on considérait que le trafic humain était international. Comme quoi, on amenait des filles, majoritairement des filles, de l'extérieur vers le Canada, quels que soient les ports d'entrée, et on considérait que c'était, maintenant, 1000 personnes par année. 1000 personnes par année, il y a 20 ans. C'est ça, tout à fait. En 2006 à peu près. C'était ça les chiffres. Mais moi, ce que j'ai amené comme dimension, et puis j'ai proposé un projet de loi d'ailleurs là-dessus, c'était de comprendre que le trafic humain au Canada, il est interne. Okay. Donc, ce sont des filles de différentes villes et provinces et des garçons, mais davantage des filles et des jeunes garçons qui sont envoyés dans différentes provinces et différentes villes. C'est quoi le trafic humain? C'est le fait de recruter, d'héberger, il y a toute une définition, et de bouger. Donc, il y a un mouvement dans le trafic humain en vue de l'exploiter sexuellement par le travail forcé ou le trafic d'organes. Donc, ces 3 composantes-là font partie de la définition, même internationale, dans le protocole de Palerme sur la traite humaine. D'accord. Alors, nous, au Canada, à date, je n'ai pas eu vent de trafic d'organes. Mais dans d'autres pays, il y en a. Oui. Donc, ça aussi, c'est du trafic humain. Dans d'autres pays, ce qui est très présent, c'est le trafic en vue du travail, donc le travail forcé. C'est très répandu ailleurs, je vous dirais. Au Moyen-Orient, non? J'ai l'impression que j'ai vu des choses. Plusieurs pays différents, beaucoup moins au Canada, mais il y en a au Canada, on l'estime à 10 à 15 %. Mais 10 à 15 % de quoi? Mondialement? Non, 10 à 15 % de trafic humain en vue de travail forcé. OK, je comprends. Au Canada. Mais tout le reste, là, c'est en vue d'exploitation sexuelle. Donc, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, s'il y a 10 filles qui se font trafiquer, il y en aurait 8 qui feraient de l'exploitation sexuelle, puis il y en aurait 2 qui seraient en travail forcé. Grosso modo. Grosso modo, mais on va enlever le mot fille. OK. C'est des personnes. Filles, garçons. Il y a des garçons aussi. Ouais. Mais en termes d'exploitation sexuelle, on va avoir 85 à 90 %, c'est des femmes. Okay. Donc, mais quand on parle de trafic humain en général, donc chez nous, c'est exploitation et travail forcé, ça va être, oui, majoritairement des femmes, mais il va y avoir des hommes dans le travail forcé. Mais dans le trafic en vue d'exploitation sexuelle, on voit que la grosse partie, plus de 85 %, ben, c'est des filles ou des femmes, donc des adolescentes. Puis, ce qu'on constate, c'est que l'âge moyen est de 14 ans au Canada. Moyen. Et en plus de ça, ce qu'on constate, c'est que le marché de l'exploitation sexuelle, c'est un marché de l'enfant. C'est un marché de la jeunesse. C'est-à-dire, 22 ans, tu es trop vieille pour le marché. Ah. Alors, ça part de moyenne 14 ans, mais moi, j'ai déjà eu des victimes de 13 ans. Jusqu'à 22, 23 ans, tu es encore dans le marché. 23 et plus, tu es trop vieille. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui.
C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. En plus, en devenant partenaire, vous allez avoir accès à 2 épisodes par semaine sans publicité YouTube. Fait que pour ça, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. All right, on en retourne à l'épisode. On les mord encore. Alors, la question est, pourquoi le marché est comme ça, selon vous? Mais c'est la demande, c'est ce que les gens désirent. Voilà, c'est ce que les hommes veulent. C'est quoi qu'ils font avec les... C'est comme, sont où? Sont dans leur sous-sol, genre? Je comprends pas. Ben, écoutez, malheureusement, on est... Et le pire, je vous dirais, c'est que c'est mondial, hein. C'est pas juste au Canada. On constate que le trafic humain en vue d'exploitation sexuelle, le marché est jeune. Donc, ce que la clientèle, moi, j'aime pas les appeler clients, je les appelle des prostitueurs. OK. Parce qu'ils font partie du système proxénète, victime, prostitueur. Quand on met le mot client, les mots sont très importants. Parce que lorsqu'on met le mot client, on banalise. On arrive à... transaction. Oui, c'est commercial, c'est du business, c'est un travail. Ce n'est pas... Vous voyez? Donc, quand on dit ce sont des prostitueurs, parce qu'on constate qu'ils sont les maillons les plus importants de cette chaîne d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ont adopté des approches qu'on appelle plus prostitueurs, comme nous au Canada. Nous, depuis 2014, notre loi elle a changé. OK. Et on s'est aligné à la Suède, à la Norvège, aux pays nordiques, qui ont dit c'est fini. Toutes les personnes prostituées, on va les traiter comme des victimes, comme des survivants. On va leur donner des services, on va tout faire pour les aider à s'en sortir. Mais ceux qu'on va attaquer, ceux qu'on va criminaliser, sont les proxénètes et les prostitueurs, ceux qu'on appelle clients. Pourquoi? Parce que sans la demande, il n'y a pas d'offre. D'accord. Ma question, surtout avec mon passé, c'est est-ce qu'il est possible de réhabiliter ces gens-là? Lesquels? Les prostitueurs, les proxénètes. Moi, je pense que oui. Parce que j'ai déjà eu Parce que moi, je fais beaucoup de counseling thérapeutique aussi. Donc, je gère une firme de criminologie. On offre des services de counseling autant aux victimes qu'aux auteurs de crimes. OK. Alors, oui, c'est très possible d'aider les auteurs de crimes, donc les proxénètes, à cheminer pour comment je peux dire... Pour se responsabiliser, se sensibiliser aux crimes Oui, qu'ils ont commis d'abord? mais aller jusqu'à l'empathie. Oui, mais c'est ça. Donc, la sensibilité à la victime, puis Tout à fait. dans la situation dans laquelle on la met. Tout à fait. C'est d'aller Moi, ce que je leur dis toujours, je dis, moi, je suis un peu comme la personne qui va t'accompagner pour te montrer un chemin. À partir de là, tu peux choisir de le prendre et d'accepter que je t'accompagne. Mais aussi, tu peux décider de rester là où tu veux être. Moi, j'expliquais l'empathie, puis je disais, l'empathie, c'est d'apprendre à regarder à 360 degrés. Donc, la personne, le réflexe naturel chez la moyenne des gens, c'est de dire, voici mon point de vue, voici ce que moi j'ai vécu, voici pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, est-ce que je suis capable de regarder autour puis de dire, OK, c'est quoi l'impact de ce que j'ai fait sur toi? C'est quoi l'impact sur toi? C'est quoi l'impact sur toi? Puis quand on est capable de comprendre l'impact puis d'humaniser ces personnes-là, on devient plus sensible, puis ça devient beaucoup plus difficile après ça de commettre des crimes ou même d'avoir des approches qui sont justement inhumaines. Oui. Puis même, je vous dirais, j'ajouterais une coche en plus, c'est aussi la capacité de réussir à se mettre à la place de l'autre. Oui, c'est ça. Carrément. Et il faut savoir que on devient proxénète. OK. On ne naît pas proxénète. Mais c'est quoi qui pousse les personnes à devenir proxénètes? Je pense que c'est du monde riche. Non, pas forcément, pas forcément. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec, comment je peux dire, ça n'a rien à voir avec le niveau économique. OK. Vous pouvez avoir des individus qui sont de classe moyenne, manquent pas forcément d'argent et qui vont le faire. D'autres sont plus dans la pauvreté, vont le faire. Donc, les raisons sont très variées de pourquoi quelqu'un rentre là-dedans. Mais un élément que moi, je trouve qui est un point commun à ces personnes-là, c'est d'abord, plusieurs d'entre eux ont des traumas dans l'enfance où leur relation à l'autre et même leur relation aux femmes est une relation objectale, c'est-à-dire l'autre est un objet. Transactionnel.
Tout est transaction, oui. Donc, vu que vous êtes un objet, je ne peux pas ressentir de l'empathie. Ressentez-vous de l'empathie pour une chaise? Il faut humaniser la personne. C'est ça. Pour eux, la personne n'est pas humaine. Elle est beaucoup de proxénètes même me le disent, c'est juste un guichet automatique. Ouais. Ils le voient carrément comme elle est un guichet automatique. Donc, un guichet automatique. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça? C'est ça. C'est un guichet automatique. Ça me produit de l'argent. Et elle est là pour subvenir à tous mes désirs monétaires, sexuels, sadiques parfois, etc. Et en même temps, ils ont cette façon de cliver les femmes. Il y a excusez le terme, il y a celles qu'on considère être des bitches, puis il y a les saintes. Oui. Il y a ma femme, il y a ma mère. Les bonnes et les mauvaises. Oubliez la femme parce que parfois, il y en a qui prostituent leur propre femme, OK? Il y en a qui prostituent même leur propre fille. Donc, oubliez ça. Disons, il y a ma mère. On voit ça ici au Canada? Oui, il y en a. Oui. On voit ça ici au Canada. C'est l'amour de l'argent, tu sais, comme Adam22, il y a un podcast avec sa femme qui est une porn star. Pour faire du cash, il la met avec d'autres porn stars, puis lui, il rend ça bien heureux parce que ça les rend riches. Ils ont un podcast qu'ils font ensemble avec d'autres mondes, d'autres porn stars. Puis après, le concept, c'est qu'après ça, sur OnlyFans, ils couchent ensemble, tu sais, puis c'est toutes des affaires bizarres de même. Ouais. Mais c'est vraiment un milieu bizarre. Mais vous avez raison par rapport à ça. J'ai côtoyé quand même beaucoup de porn stars parce qu'avant de venir à Jésus, j'en podcastais beaucoup, puis tout, puis c'est tellement... Le rapport par rapport à l'argent est vraiment, vraiment différent. Puis tu sais, c'est comme littéralement, moi je le voyais comme la prostitution. Tu te prostitues pour de l'argent, mais ils faisaient tellement d'argent qu'on dirait que c'est ça qui les amenait à vouloir faire ça. Et à la banalisation aussi. Ouais. C'est-à-dire la banalisation de la sexualité, la marchandisation de la sexualité et la banalisation de l'exploitation sexuelle. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu plusieurs filles et femmes qui ont fait de la porno, plutôt des femmes, pas des filles. Parce que quand c'est mineur, c'est beaucoup... c'est caché. Ouais, non, c'est de la pornographie underground, là. C'est-à-dire c'est pas la pornographie légale qui est faite dans des studios qui ont pignon sur rue. C'est des agressions sexuelles faites dans des maisons privées, dans des motels qu'ils filment. Ils agressent sexuellement et ils filment. Ça se fait aussi avec des femmes adultes, là, ou des hommes. Hein. Ce que j'ai constaté, c'est cette banalisation, pas seulement de la sexualité en tant que telle, mais dans la sexualité tarifée, qu'on appelle, donc c'est le mixage entre argent et sexualité, et d'en banaliser le fait que c'est juste un travail. Alors, mais c'est la position. On a reçu une porn star, Hélène Boudreau, qui, elle, l'approchait comme ça. Je pense que si on s'assoyait avec elle, puis malgré le fait qu'elle pleure, malgré le fait qu'elle vive des traumatismes, tout ça, si tu lui demandais, elle dit « Je suis en charge, je ne suis pas une victime ». Mais tout à fait. C'est-à-dire, le cerveau humain ne peut pas intégrer qu'il est victime. C'est très particulier. Mais moi, je comprends, j'ai vécu ça. Alors, je vous explique. Je vais faire un petit rewind. Moi, j'ai eu plusieurs femmes, qui ont fait de la porno, là, j'assume, puis je suis allée danser, puis parce qu'il ne faut pas oublier, ils commencent à danser, puis à un moment donné, ils ne peuvent plus danser, ou quand ça ne rapporte pas de l'argent danser maintenant au Canada, au Québec, là, oubliez ça. Donc, ça les entraîne à rentrer progressivement dans la prostitution. Alors, ils vont faire des danses à 10. Après ça, ça va être des complets, là, ce qu'on appelle du sexe complet. Donc, c'est de la prostitution. Mais à l'intérieur d'un club de danseuses. Oui. Il y a plusieurs bars à gaffes qu'on appelle. Il y en a un méchant paquet au Québec où il y a de la prostitution attelage. En bas, c'est le showroom pour danser. En haut, c'est des partouzes. OK? Bon, les gars, là, ça fait dur votre affaire. C'est quand vous allez acheter? Moi, ça fait dur. Ben oui. Acheter. Ça prend une mise de fonds de 20 %. Ben non, 5 % tu peux acheter. 5 %? Oui, 5 %. OK, mais il faut que ça soit stable. Je suis un podcaster. Ben oui, ça fait depuis combien de temps que tu fais du podcast? Ça fait quand même longtemps, plus de 2 ans. Plus de 2 ans? Oui, ben c'est correct. 2 ans.
Ah ouais? Ouais. Moi, si j'ai changé entre les deux, T'étais-tu travailleur autonome? ben, j'avais ma propre compagnie, puis là, je suis rendu que je suis un podcaster comme GNT. Ouais. Puis c'est une compagnie aussi? Oui. Ouais. Ben, good. OK, puis ma cote de crédit, moi, elle est nulle, là. Tu sais, moi, j'ai même pas 800 de code de crédit. C'est correct? 620 et plus. 620 et plus. Ouais. OK, fait que dans le fond, on est admissible. Ben oui. Vous attendez quoi? On est normal niaiseux de louer depuis tout ce temps-là. Moi, je vais m'acheter une grosse maison. OK, puis mettons, je fais quoi si je veux acheter? Nicholas Point Mortgages. C'est là que ça se passe. Courtier hypothécaire, number. 1. Pourquoi la police intervient pas? La police connaît, sait parfaitement. Elle intervient quand elle peut, elle veut. Les opérations policières. Le problème, c'est que c'est très... quand c'est des adultes, c'est extrêmement difficile pour les policiers d'intervenir. OK. Quand c'est des mineurs, c'est plus facile pour eux. Parce que dans le code criminel, mineur, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas Il n'y a pas de foi, zone grise. il n'y a pas de zone grise. On intervient, on sort les mineurs de là-bas. Et puis, tout le monde va recevoir. Si on attrape des proxénètes, ils vont être arrêtés, accusés. Le tenancier de ce bar-là aussi va être sanctionné, etc. Quand c'est des adultes, avec cette fameuse philosophie du travail, du sexe, il y a Avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? absolument pas d'accord. Il y a cette espèce de dichotomie, cette espèce d'hypocrisie dans notre société où on dit quand c'est mineur, c'est de l'exploitation, quand c'est adulte, ben, C'est un choix. c'est un choix, elle a choisi, c'est un travail, blabla. Moi, ce que je réponds à ça, puis l'exemple justement et là je reviens à l'exemple des femmes qui font de la porno, c'est l'exemple type parce que eux sont dans un niveau là, avec ce qu'on appelle les escortes, parce qu'au lieu de dire le mot prostitution ou personne prostituée, on va utiliser un mot qui s'appelle escorte. Alors les filles vont me le dire, moi je ne suis pas une prostituée, je suis une escorte. OK, donne-moi la différence. Elles n'en trouvent pas. Ouais. Il n'y en a pas de différence. C'est que dans l'esprit, pour pouvoir se faire passer par 10 à 15 gars dans une journée, il faut que ton cerveau puisse déconnecter. Il faut que ton cerveau puisse imprégner une programmation qui te permet de survivre. Et ça, ce que je vous dis, c'est de mon expérience avec les victimes depuis plus de 20 ans. Ce que je constate, une personne qui a fait des films porno, qui vient me voir en pleine période de gloire et de lune de miel, qu'on appelle. C'est mon choix, je fais du cash, je gagne plus que toi, j'ai tout ce que je veux, c'est moi qui est en contrôle. Ça, c'est la programmation numéro 1 qu'elles ont pour pouvoir faire ce qu'elles font. Sinon, elles ne pourraient pas le faire. Plusieurs d'entre eux ont des proxénètes, d'autres n'en ont pas. Mais le proxénète, en fait, c'est OnlyFans. C'est la plateforme. C'est la multiplication des proxénètes. C'est le système dans lequel elles sont. C'est leur proxénète. Ben, Mais elles ne s'en rendent pas compte. C'est une programmation. puis il y a aussi les managers de filles OnlyFans. Tout à tu sais, fait. Puis je me rappelle, mais je regardais, mais dans le fond, t'es juste un pimp. Là, tu disais, c'est comme. C'était littéralement un pimp, là, tu sais, comme il n'y a pas de différence. Mais c'est la même chose. On tombe dans comment on nomme les choses. C'est ça. Puis soudainement, c'est plus acceptable. Voilà. Alors, ça, c'est la programmation numéro 1. Après ça, je vous prends l'exemple de la Ben, je vais rester femme juste dans la ici. porno. Je vais juste rester. Ma question, ce serait parce que, tu sais, nous, on l'approcherait d'un point de vue spirituel. Oui. Puis de Ok. dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi, il cherche à voler, à tuer et à détruire. C'est ça ses objectifs. OK? Jésus est venu pour nous donner la vie plus abondante. Donc, mais il y a toujours ce goût du péché-là qui est agréable au départ, que ce soit dans la consommation de drogue, consommation d'alcool, que ce soit dans le crime, que ce soit dans la sexualité, peu importe toutes ces choses-là Ouais. qui sont proscrites selon la Bible, mettons. Ouais. Puis après ça, on tombe dans les abus. Puis au début, c'est le fun. Tu sais, la Bible dit le péché est agréable pour une saison, pour un temps. C'est ça, il y a nulle part que ça dit que le péché n'est pas le fun. C'est ça, pour un temps. OK. Puis après ça, il y a comme la conséquence. Fait que quand j'entends ça, moi, je vois un parallèle incroyable. là. Tu sais, cette idée-là de OK, je suis là, mais après ça, il y a toujours un bill à payer. Ben, en fait, moi, je vais vous l'amener autrement. Je vais vous l'amener un petit peu comme une emprise.
Oui, mais c'est ça. C'est Oui, une on emprise. dit la même chose. C'est-à-dire que la personne, même celle qu'il vous dit, et pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, j'ai eu avant-après. Hmm. J'ai eu des filles qui étaient dans le porno, qui étaient escortes, qui disaient « moi, je suis escorte ». Et là, on oublie les proxénètes, OK? Moi, je vous parle des filles, Oui. parce que ceux avec les proxénètes, ça face même, c'est très clair. Les filles sont exploitées, elles le savent, elles sont dans des systèmes de terreur et de torture pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pas un choix. Absolument pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « mais c'est elle qui a choisi ça » ou à des filles qui diraient « c'est moi qui ai choisi ». Toutes les filles qui sont, comme on dit dans le jargon, pimpées, n'ont jamais choisi ça. C'est faux, absolument faux. Les traumas sont rapides, immédiats. Moi, je les traite constamment, là, quotidiennement, là, OK? Donc, mais il y a l'autre trauma beaucoup plus subtil, celui des celles qui croient qu'ils ont choisi. Et elles y croient vraiment, OK? Parce que c'est la programmation première qui est mise pour pouvoir faire ce qu'elles font. Après ça, C'est le mensonge de l'ennemi. C'est ce qu'il vend, dans le fond, pour essayer de convaincre la personne d'embarquer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va croire que oui, elle va faire plus d'argent. Oui, c'est vrai qu'elle fait plus d'argent. Mais ce qui se passe, en fait, dans la deuxième étape, c'est qu'elle va ressentir constamment un mal-être. Oui. Il y a un mal-être qui s'installe, qu'on n'arrive pas d'abord à déterminer c'est quoi. Exact. Et ce mal-être-là, c'est le trauma qui s'installe progressivement. Donc, qu'est-ce que le cerveau fait? Il est tellement bien fait. Il fait en sorte que la personne va vivre dans un second état. Il y en a qui vont consommer de la drogue pour le faire. Il y en a d'autres qui vont le faire pour consommer de la drogue. C'est un cycle infernal. Mais elles vont, ce que nous, on appelle dans le milieu de l'intervention une décorporalisation. Donc, elle se déconnecte de son corps. Carrément, carrément. Moi, j'ai des victimes qui me disent, Ben, quand on est en traitement, là, ça y est, on a reçu une ex-danseuse, elle disait exactement ça. Elle rentrait à la job, elle déconnectait de son corps. Complètement. Le chiffre passait, puis après ça, elle revenait dans son corps. Il y a une émission comme ça aujourd'hui qui s'appelle Severance. T'as-tu vu Severance? Non. Mais il y a une émission qui est basée sur ce même concept-là, puis c'est l'idée d'aller au travail, puis vu que le travail, c'est pas le fun. c'est annihilant, ouais. Hein, c'est le bon mot. Mhm. Fait que ce qui t'offre, c'est de te déconnecter de ta personne. Non, elle regarde mon épouse, regarde ça, il parle de ça. sur l'autopilote, puis là, Puis là, la question, c'est ça, c'est qui est qui, mais c'est... En tout cas, Ouais. on parle de la même... Fait que si ça vous intéresse, il y a le parallèle. Puis, à force de faire ce jeu un petit peu de décorporation, ben on décorpore pour vrai. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus son corps. Moi, j'ai des filles qui me disent, durant les séances de counseling, Ouais. OK, après quelques années, elles réincorporent. Ouais. Donc, elles me disent, maintenant, quand je me lave, donc après avoir fait des thérapies là, de plusieurs années parfois, donc c'est pas comme ça que tu incorpores ton corps là. C'est pas comme ça que tu te décorpores. Ça prend... Non, parce que moi, j'ai des victimes, elles ont décorporé rapidement OK. parce que les traumas Ils sont étaient... tellement intenses. Écoutez, c'est quand comme on vous met un gun dans la Ouais. tête, là, pour que vous fassiez des fellations, là, je pense que tu décorpores rapidement. Puis c'est sûr que chaque personne, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, mais a une résistance et une résilience différente. Alors, à force de décorporer comme ça, quand la personne va réaliser que l'argent, les bijoux, le thrill, parce que parfois ils vont chercher le thrill, tout ça là, Le mode de vie, les ouais. parties, les... ça n'amène rien, tu n'es pas heureux. Donc, elles vont réaliser ça, quand elles vont réaliser, ou ils vont réaliser ça, le trauma va prendre toute la place. Et quand, là, ils vont pleurer, ils ne savent pas pourquoi, ils font des cauchemars, ils savent pas, ils sont en hypervigilance, ils ne savent pas pourquoi, ils ont des symptômes physiques, ils ne savent pas pourquoi, mais le mal-être, il devient encore plus puissant. Et là, elles comprennent qu'il y a un problème, puis ils vont venir consulter. Donc moi, je les ai vus en lune de miel, là, puis je les vois après. Le discours est totalement différent. Je vais prendre une pause, puis je vais décrire sa situation, puis je vais faire l'exercice, mais Ouais. Jérémy faisait des vidéos, OK? puis ça marchait bien. Puis à un moment donné, il s'est mis à réaliser que s'il il buvait puis qu'il se droguait dans les vidéos, ça marchait mieux.
OK. Donc, il s'est mis à consommer de plus en plus, pour arriver à vraiment la même description. Dis-moi si je me trompe, mais ce même mal-être-là qui est envahissant. Là, Il y avait comme déjà un sentiment de OK, mais c'est vraiment OK, genre, c'est pas vraiment ça, puis tout, mais en tout cas, je vais continuer. Je risque d'être plus heureux quand je vais avoir plus d'abonnés, plus d'argent, plus de filles. Puis c'était arrivé que, genre, dans mon témoignage, j'en parle tout le temps, à cette party-là, quand je m'étais dit, rendu à cette party VIP-là, avec tous les influenceurs, puis personnalités publiques du Québec, là, je vais être rendu heureux, tu sais. Là, c'est exactement ça que je me disais. Parce que rendu à ce stade-là, je vais avoir toutes ces affaires-là, l'argent, le fame et les filles, tu sais. Puis j'arrive là, puis je réalise, j'ai couru après un mensonge. Tout ce temps-là. Puis là, c'est là, après ça, que comme j'étais plus capable de rembarquer ça. Comme que je me sentais, j'avais plus le même amour pour ce que je faisais. Fait que j'étais comme, tout ce que je fais en ce moment, c'est courir après de quoi qui est vide, tu sais. Puis ça a été une dépression de plusieurs mois, là. Ça a été... Ben, ça a été un an et demi, tu sais. Est-ce que ça ressemble un petit peu? Oui. Ben, tu sais, comme Ça on a ressemble. parlé de Hélène Boudreau, elle l'a ressenti, tu sais, puis elle a gagné des nombres d'argent phénoménaux comparé à moi, tu sais, mais elle l'a ressenti, c'était genre, OK, mais je fais 5 millions cette année, mettons, mais je pleure à chaque soir. Puis je trouvais ça beau parce que comme dans cette réalisation-là, mais on dirait que l'amour de l'argent est tellement puissant, puis que comme, tu sais, après même notre podcast, fait qu'elle est venue sur notre podcast, elle nous en a parlé, elle a fait de la prière de repentance avec nous, c'était vraiment un beau moment, elle m'a venue à notre église, mais après tout ça, elle a fait une story, puis ça m'avait marqué, mais c'était parce que je me l'ai fait envoyer, là, tu sais, je la follow, mais mutée, là, tu sais, parce que je veux pas voir le contenu, mais je me l'ai fait envoyer, puis elle est dans l'eau, je pense qu'à Dubaï ou quelque part de riche, puis elle a écrit « C'est fou comment vendre ton âme, ça peut t'amener à avoir des choses le fun. » Puis ça m'avait frappé, parce que j'étais comme, elle est consciente qu'elle est en train de vendre son âme, mais c'est plus fort qu'elle. C'est très intéressant, cette phrase-là. Elle est très intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Toutes les victimes et survivantes que j'ai en counseling ou que j'ai eues en counseling, je leur dis, c'est quoi pour toi la prostitution? Elles me disent tous, c'est un viol tarifé. Alors je leur dis, qu'est-ce que tu as perdu ou qu'est-ce que tu as laissé? Elle me dit, dépendamment des personnes, ils ont volé mon âme, ils ont tué mon âme, comme si on peut tuer une âme. On ne peut pas tuer une âme. Ils ont sali mon âme, j'ai déconnecté de mon âme, j'ai vendu mon âme. Le mot âme revenait à chaque fois. Wow. Alors, ce mal-être-là, c'est l'appel de l'âme. Exact. C'est vraiment l'appel de l'âme. Moi, je suis d'une approche holistique, donc je prends la personne, même avec sa spirituelle, cognitive, corporelle, sensorielle et tout. Et c'est toujours quand il y a le mal-être que le changement commence. C'est le début, c'est l'appel de l'âme. Je leur dis toujours, la douleur que tu as ressentie, la souffrance, là, ce mal-être qui te bouffait, qui te grugeait tous les jours, c'est ton âme. C'est ton âme qui crie à l'aide. Qui crie à l'aide, qui te dit, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Retourne à ton Retourne, créateur. Tiens, arrête. Alors c'est ça. Et moi, je leur dis, fille ou homme, je leur dis, quand tu suis ce chemin, tu le suis, il n'y a pas de problème. C'est ton chemin, tu as choisi. Tant que la personne n'a pas l'appel de l'âme, elle est dans ce que je nomme l'espèce de lune de miel factice, faux, le fantasme, l'espèce Le déni. Le déni est là-dedans, c'est sûr. Et la rationalisation aussi. Parce que, oh non, je fais de l'argent, je vais bien, je suis tombée sur un mauvais client. Il y a toujours... Une justification pour expliquer. Oui, et ce qui me désole dans la société dans laquelle on est, c'est qu'on a un système hypocrite. Un système hypocrite et peureux. Qu'est-ce que tu veux dire par un système hypocrite? C'est-à-dire, autant le fait qu'on considère qu'il y a l'exploitation sexuelle et le travail du sexe est en soi, pour moi, une grande hypocrisie. C'est
la démonstration qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas pris une position politique claire. Donc, elle commence en haut de la pyramide. On n'a pas pris de position politique claire que, quelle que soit la situation, c'est de l'exploitation sexuelle. Que tu aies un proxénète ou que tu sois ton propre proxénète, que tu aies 18 ans ou 17 ans. On traite les gens, les victimes, on les traite différemment qu'elles ont 17 ou 18. Alors, pour moi, c'est une hypocrisie et surtout un manque de courage politique de ne pas prendre la décision. En Suède, ils l'ont pris. Ils ont dit, le travail du sexe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout est de l'exploitation sexuelle. Alors, nous allons aider les victimes. Nous allons même aider les prostitueurs. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont vont aller à la prostitution. Ce n'est pas tous les hommes qui vont acheter le corps des femmes et des enfants. C'est une minorité d'hommes. Donc, il y a un mindset qui vient avec ça. Alors, eux, ils leur donnent des programmes pour les aider et puis même pour les proxénètes aussi. Donc, ici, on finance à même nos impôts et nos taxes des organisations qui font la promotion de la prostitution, même auprès des mineurs. C'est-à-dire, c'est quoi ces organisations-là? Ce sont des organisations soi-disant qui sont là pour aider les travailleuses du sexe. Attention, ils vont pas parler de... Et qui vont maintenir ces personnes-là dans la prostitution. Contrairement à d'autres dont le travail est de sortir. De les sortir. Ma question sur... Nous, on tu finance parlais ça. des prostitueurs. Ouais. Si on prend dans l'optique de la pornographie, ouais. est-ce que tous les consommateurs de pornographie ne deviennent pas des prostitueurs? Tout à fait. Ils font partie du problème. Ils font partie du problème. Le grand problème avec... Oui, c'est ça. Ils font... Je vais vous dire, la pornographie, c'est le summum de l'hypocrisie. Je vais vous dire pourquoi. Vous prenez une femme, un homme, deux hommes, ou whatever, comme vous voulez, vous les mettez dans une chambre, il y en a un qui paye une transaction, on appelle ça de la prostitution. On enlève Vous une filmez, caméra. c'est soudainement très différent. C'est sûr que ce n'est pas les deux qui font l'acte qui s'auto-payent, mais il y a un producteur, il y en a... Il paye pour que ces deux personnes-là se prostituent devant une caméra. Il n'y a absolument aucune différence. C'est de la prostitution filmée. Mais en tant que société, et je vous avoue, j'ai longtemps réfléchi à ça, quand est-ce que le switch s'est fait? Je ne sais pas. Je ne pourrais même pas vous répondre. Quand est-ce que, en tant que société, et c'est mondial, on a décidé que la pornographie, c'était tout à fait normal, tout à fait banal. Le grand problème qu'on a actuellement, c'est quoi? C'est qu'on a des enfants de 7-8 ans qui regardent du porno parce que des entreprises, tu as juste à dire « oui, j'ai 18 ans ». On ne demande pas de vérification. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'on a toute une génération de jeunes qui ne sont pas capables d'avoir des relations normales avec des femmes parce qu'ils ont grandi avec une certaine... Tout à fait, avec un mindset de comment est la sexualité. Ils s'attendent... Moi, j'ai des ados là, qui me disent... ils attendent que la petite fille de 12 ans leur fasse des fellations. Je dis, attends, commencez à vous faire des bisous, puis on verra après. Mais parce qu'ils ont appris avec la porno. Puis en plus de ça, ça a un impact majeur chez les garçons. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, les garçons ont un impact majeur parce qu'ils ont une attente de performance. Ils pensent vraiment que les gars, ils sont en performance pendant 1h30, là, et ils s'attendent à performer comme ça, et puis l'estime de soi. Alors, ça détruit tout. Ah oui, on voit des impacts psychologiques majeurs au niveau des garçons et des filles. Alors, la pornographisation des sociétés, qu'est-ce que ça a amené? Ça amène des générations, et puis de pire en pire. Si on ça commence, ça amène des générations de gars et de filles qui ne sont plus dans des sexualités saines. C'est rendu normal, quand tu as 12 ans, de partager des nudes, puis quand tu n'es plus avec moi, je le mets sur les réseaux sociaux et je détruis des vies. Il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça. Et on n'est même pas conscient de cette banalisation de la pornographie. Et puis quand on le remet en question, on se fait dire « Ah, ben là, vous êtes rétrograde, vous êtes moralisateur. » Jugement, et ainsi de suite.
Ouais. J'aimerais ça parce que là, c'est super intéressant, mais on s'est éloigné la semaine du Grand Prix. Ouais. On est dans la semaine du Grand Prix. Ouais. L'épisode sort le 9. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qui vient? Quels sont les enjeux? Bon. Alors, le Grand Prix, au fond, c'est l'Eldorado, c'est le moment, hein? C'est l'Eldorado des proxénètes. Qu'est-ce que tu veux dire par Eldorado? C'est une expression. L'Eldorado, c'est comme, vous savez, il y a tout Ouais, l'argent. L'Eldorado, là, c'était... La ville d'or. La ville d'or. C'était une époque où tout le monde allait au Eldorado, justement, pour aller chercher de l'or. Fait que c'est vrai que pendant la fête du Grand Prix, il y a plein de prostituées Ah, mon Dieu, oui. ici à Montréal. Je vous dis, c'est l'épicentre. Puis même, avant que tu poursuives, même les vendeurs de drogue. Moi, je vendais au centre-ville, puis c'était la même chose, c'est pendant le Grand Prix, la semaine du Grand Prix, chaque jour, c'est comme le 1er du mois. Tu comprends? Fait que le 1er du mois, c'est ta plus grosse journée. Ouais. Puis là tu as ça pendant au moins la fin de semaine, 4 jours. 5 à 7 jours. Ouais. C'est incroyable. La cocaïne, là, c'est fou. On en vend à tonnes. Ouais, c'est fou. Mais ben, moi, c'était un peu ça qui m'avait fait le switch de l'argent va jamais me rendre heureux. C'est quand, à travers les festivals, mais aussi le Grand Prix, tu sais, j'étais invité là à des gros parties. C'était la place au Vieux-Port, là, qui est fermée, je pense, la terrasse. Bon secours? Bon secours, ça, il y avait des gros événements là. Ouais. J'étais invité là. Puis je me rappelle, j'étais là avec un homme qui payait la bouteille de tequila bleu là, que tu tapes dessus, là, qui devait coûter 1200$ la bouteille. Il en a acheté 4 dans la soirée. Puis je faisais de la poudre avec lui dans la toilette, genre. Puis j'étais là. Puis après ça, il allait cruiser les mêmes filles que moi. Puis j'étais comme... Monsieur. Mais tu sais, comme lui, sa soirée a dû coûter 10 000, tu comprends? Ouais. 10 000 pour... Ouais. Puis là, moi, quand je me réveille le lendemain, je ressens un profond vide. Puis genre, arc. Puis là, j'étais comme, mais lui, c'est sûr qu'il se sent de la même façon. Mais tu t'imagines le gars qui a travaillé toute sa vie pour atteindre ce point-là. Exact. C'est fou, là. Exact. Puis ça, c'était justement, il y en avait tellement, tu sais, la fin de semaine de F1, là, c'était là que là, je faisais de la poudre, puis je me côté, puis j'allais à ces événements-là. Puis là, j'arrivais dans un party, je les nommerais pas, mais des influenceurs jusqu'à 6 heures. Je sais que tu veux... On veut des noms! Là, tu fais de la poudre avec eux, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas, mais il y a tellement beaucoup de cocaïne qui se passe aussi dans ce milieu-là, c'est fou. Oui, Donc, cocaïne. on revient à la prostitution. On veut l'aparté. Le problème avec les femmes, la situation. Durant la F1, bon, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais de la prostitution, il y en a à l'année longue. Oui, il y en a à l'année longue. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains événements qui sont des aimants à prostitution. Exemple, le Super Bowl. Ouais. Exemple, les Jeux olympiques, la F1, le G20. Les gros événements politiques aussi. C'est des épicentres de prostitution. Là où il y a de l'argent, là où il y a du pouvoir, il y a de la prostitution. Il y a de la prostitution et de la drogue. Les deux vont ensemble. Et l'alcool, bien sûr, là, c'est-à-dire le party, quoi. Et à ce moment-là, on voit que les marchandises, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, viennent de partout au Canada, des États-Unis, vers Montréal. Afflux. Ouais. Et bien sûr, le recrutement, parce que on veut des jeunes, n'oubliez pas, le marché, c'est le marché de l'adolescent. Donc, on recrute, on va chercher les filles les plus vulnérables, centre jeunesse ou ailleurs. Il faut arrêter de croire que c'est juste les centres jeunesse. C'est vrai que les centres jeunesse, c'est le plus facile, là. C'est des filles qui sont vulnérables. Les proxénètes, il y a des filles qui sont proxénètes, donc il faut entrer du monde. Pas prendre une pause. Il n'y a pas de problème, ouais. Et voilà. On a-tu une heure de faire? 45. Parfait. Si vous voulez faire plus, j'ai Non, pas de problème. parfait, Hein, c'est continue, comme vous voulez, là. On y va tant que c'est bon. D'accord. Vous choisirez ce que vous voulez. Ça veut dire c'est plus bon. Alors, merci. Moi, j'ai tellement de jasettes qu'on va jaser longtemps. D'ailleurs, on pourra faire d'autres épisodes et parler d'autres dynamiques parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait discuter. Mais revenons. Les filles affluent à Montréal. Elles viennent de partout, que ce soit du Canada, des autres provinces canadiennes, des États-Unis aussi. On n'a pas vu des grandes, disons, des arrivées par avion, beaucoup. Il y en a sûrement. Mais la majorité qu'on voit, c'est vraiment terrestre. Okay? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire entrer les victimes comme ça, même les mineurs. Par contre,
À Montréal et la grande région de Montréal, on voit une augmentation du recrutement des mineurs. Ça, nous, on le voit à chaque année. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un marché de l'adolescent. Toujours garder ça en tête. Adolescent, jeune adulte. Là, maintenant, je vous dirais, les prix vont augmenter. Donc, les prix, là, imaginez un peu, les prix, c'est parfois 10 fois le prix. Ouais. OK? Surtout quand on est rendu minuit, 1h du matin, parce que là, les listes d'attente, quand ils vont appeler les agences, là, L'offre et la tu demande. vas attendre, elle va venir à 3h du matin. Mais tu vas payer tant en plus. Donc, les prix augmentent, les listes d'attente s'allongent. Moi, les victimes me disent là que durant cette période-là, elles sont obligées de faire parfois 25 prostitueurs. En une journée. Oui. Donc, en 24 Il y heures. en a qui ne dorment pas. Il y en a qui font les 5 jours sur les pills. Ils ne dorment pas. Ils sont sur l'ecstasy et puis ils ne dorment pas. Ils leur donnent l'ecstasy pour ne pas dormir. Ils leur donnent des médicaments pour ne pas dormir. Ils font du non-stop. Je vais m'accrocher au mot parce que je veux qu'on ait une discussion franche sur cette question-là. Parce que tu as dit obligé. Oui. Donc, est-ce que ces filles-là, ces femmes-là, ne peuvent pas fuir? Ce qu'il faut comprendre, bon, comme je vous ai dit, on a les deux catégories. Je comprends. Dans la catégorie qui ont des proxénètes, des pimps, oubliez ça. Il n'y a rien à faire. Tu te fais battre. T'es drogué. T'es complètement out of space. T'es même pas là. Sont-tu dépendantes aussi, alors? Beaucoup sont dépendantes. Beaucoup sont dépendantes. Relation affective, émotionnelle. Affective, Parce que c'est ça, c'est pas juste la violence, c'est pas juste le bourreau. Il y a la manipulation affective aussi. Le recrutement, il est particulier. On va parler de cette catégorie qui ont des proxénètes. Il y a, je dirais, au Canada, disons au Québec, le recrutement le plus présent, c'est la manipulation. C'est le player, que moi j'appelle. C'est le rôle du player. Donc, c'est le gars, parfois il n'est même pas beau, le gars. Tu es là, tu te dis, mais comment tu es tombée amoureuse de ce gars-là? Moi, je suis là, je regarde. Je dis, mais. Promesse, j'imagine. Ah, amoureuse, là, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est ça. Ça ressemble à la violence conjugale. Je ne l'ai même pas vu, mais c'est ça l'histoire, right? C'est un peu ça, tout à fait, comme dans Fugueuse. Okay. Puis c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à de la violence conjugale. Okay. C'est le même pattern un peu. Sauf que dans l'autre cas, le gars la prostitue pas, là. Mais là, c'est ce que moi j'appelle le scénario du player. Donc, ça peut être un ami. Habituellement, là, la majorité du temps, le proxénète connaît la victime ou va la connaître de manière assez personnelle. D'ailleurs, maintenant, le recrutement, il se fait sur les réseaux. Alors, le gars, il a 15 profils devant lui et lui-même, il a 15 profils. Donc, il s'appelle Jonathan, il s'appelle Adam, il s'appelle Sylvain, il s'appelle Roméo, il s'appelle plein de noms. Puis, il cruise les filles. C'est du cruising. Puis, il les attrape. Puis là, il a des harems, en fait. Okay, il a plusieurs filles qui sont amoureuses de lui. Parfois, quand la fille est bien enchaînée, parce qu'au début, c'est la manipulation, l'amour, mais après, la violence entre en compte. Donc après, elle passe de l'amour à la peur. De la manière douce à la manière forte. Quand elle veut résister, quand elle veut partir, on fait entrer... Une nouvelle stratégie. Voilà, qui est la torture. Il y a toutes sortes de tortures. Hein. Ça peut être psychologique, physique, dépendance monétaire, c'est-à-dire qu'il va... Isolement, il va l'isoler par rapport à sa famille. Vous voyez, le même système un peu que la violence conjugale. Les parents ne la voient plus, les parents sont plus trop au courant de ce qu'elle fait, elle ne parle pas à ses parents. Après, c'est les menaces. Si tu ne fais pas ce que je te dis, ça va être ta petite sœur, ton petit frère, je sais où tu habites. Donc, ça devient une prison mentale. Fait que ça, c'est ce que les filles vivent cette semaine-là. Elles s'en viennent travailler, puis... Fait que le gars qui appelle une escorte, le gars... Vous voyez? Elle s'en vient travailler. Mes excuses. Mais ça, parce que ça fait partie de... C'est dans la structure de notre société. Ouais. Vous voyez? On nous a mis dans le cerveau que c'était un travail. Comment vous le nommeriez autrement? C'est dur, hein? Ouais. Comment vous le nommeriez? Je pense que le bon mot, c'est sacrifice. Puis je reviens dans une approche biblique. Puis moi j'ai longtemps fait l'argument, puis je vais le dire, puis je suis prête au pushback. J'ai grandi dans cet environnement-là. OK.
Les filles faisaient ce choix-là, puis les garçons faisaient le choix de vendre de la drogue. OK. Tu sais, grosso modo, là, c'était... Parce que l'observation que j'ai faite de cette dynamique-là, c'est que, en tout cas, à mon époque, les gars qui étaient pimps étaient plus vieux. Fait que si, mettons, on est collègues de classe, mettons... Quand vous dites à mon époque, c'est-à-dire... Fin des années 90, moi, j'ai 43 ans. D'accord. Fait que je suis entré dans la criminalité 1996. OK. J'ai été incarcéré en 2003. Fait que c'est l'époque que j'ai connue. D'accord. Mais je te dirais, donc, 14, 15 ans. D'accord. Ben, les filles, il y avait des filles qui commençaient à danser. Parce qu'on était à une autre époque, donc il n'y avait pas OnlyFans. C'était majoritairement les Hells. Moi, j'étais dans un autre environnement, à Montréal. OK. Fait qu'il y avait, je vais le dire comme ça, c'était plus ethnique. OK. Fait que je n'aimerais pas les choses, mais... D'accord. Mais puis nous, on vendait de la drogue. OK. Les filles dansaient. Puis on se fréquentait l'un et l'autre, là. Mais Tu sais, c'était le même réseau, puis c'est ça. Fait que les filles qui dansaient, qui avaient des pimps, les gars étaient souvent plus vieux. D'accord. C'est toujours un gars plus vieux. Fait que dans ma génération, quand j'étais plus jeune, quand j'ai vieilli, j'ai connu des gars qui l'ont fait, mais OK. quand moi, j'avais 15-16 ans, si un gars voulait faire de l'argent, j'avais pas une plug pour amener une fille travailler ou une fille danser. Ou... Les salons de massage n'étaient pas comme c'est aujourd'hui. Fait que l'ingénuité criminelle, si tu veux, tu sais, focusser sur faire de l'argent, ben, t'avais un autre gars, plus vieux que toi, qui venait te voir et qui disait « Hey, Manny, tu veux-tu faire de l'argent? » Ben, je disais « Oui. » Ben, il me disait « Tiens, un paquet, tu viendras me revoir demain, tu viendras me revoir. » Puis si t'es capable de venir me revoir cet après-midi, ben j'en ai un autre. Puis... Mais c'est la même dynamique. C'était quelqu'un plus vieux qui t'initiait à cette réalité-là. Fait que c'est ça. Fait que la dynamique, elle était là. Tu sais, c'est... Puis moi, j'ai toujours vu... Puis après ça, on évolue, tu sais. Puis je suis passé de celui qui prenait un paquet à celui qui donnait un paquet, tu sais. Puis à celui qui invitait les gars à venir vendre avec lui, à celui qui est allé tuer un autre vendeur de drogue, tu sais. Il y a cette même progression-là, cette même désensibilisation-là, cette même objectification des autres autour de nous qui prend place. Mais est-ce que les filles que vous voyez, c'était des filles qui étaient pimpées? À un certain niveau. Les deux? Mais tu sais, moi, c'est là où je te parle de mon expérience. Les filles étaient en relation, puis c'est là où la dynamique devient tellement dysfonctionnelle. Mais la fille qui est belle, parce qu'elle danse, fait que déjà, elle est jolie. Mettons, tu sais, on part de cette prémisse-là. La fille qui est belle, qui normalement serait populaire. Soudainement, parce que, puis j'utilise ce terme-là péjorativement pour qu'on saisisse bien l'idée, est souillée par le travail qu'elle fait. Donc, son seul modèle relationnel, c'est de donner de l'argent à un gars. C'est le modèle relationnel qu'elle intègre comme étant la relation correcte. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de... J'utiliserai pas les mêmes termes, mais les bonnes puis les mauvaises. Il y a deux sortes de filles, il y a les bonnes puis les mauvaises. Puis je te dirais, de mon côté, en tant que vendeur de drogue, c'est un petit peu la même chose, mais l'argent arrive de la même façon. Fait une bonne fille, ben tu achètes des cadeaux. Puis une autre, ben là, c'est elle qui va me donner des cadeaux. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme toute cette dynamique-là qui s'installe. Mais en fait, la dynamique, le clivage entre la bitch, hein, et la femme, hein, c'est vraiment un langage de proxénète. Oui. C'est le proxénète, c'est comme ça qui clive les femmes pour pouvoir d'un côté exploiter sans se sentir coupable. C'est ça, c'est comme une rationalisation qu'il a. Et de l'autre bord, dire, ben, je traite bien ma sœur, ma mère, ma femme. Et qu'est-ce que tu dirais après ça aux femmes qui s'approprient ce terme-là, qui l'utilisent comme si c'était de l'empowerment? Oui, vous avez raison. C'est tout à fait vrai, ça. C'est vraiment cette intériorisation de la bitch. Et ça vient beaucoup aussi des États-Unis, là, d'une certaine culture urbaine, de dire yo bitch, yo bitch. Et puis, ils utilisent le mot bitch pour tout. C'est-à-dire autant pour t'insulter que pour te valoriser, que pour se valoriser. Donc, le mot est devenu... c'est comme, par exemple, le mot pimp. Il est utilisé de manière très banalisée. Pimp ton char, pimp ta sauce, pimp ta... C'est comme si c'est comme si c'est un petit peu plus. Donc, ces mots-là... Take my ride. Bon, moi, je suis là, je dis, mais pourquoi... Je dis, ils utilisent
ce mot-là de manière tellement pas seulement banalisé, il est banalisé déjà de facto, mais il est glamorisé. Il n'est même pas juste banalisé, il est glamorisé. Je me rappelle de cette émission de cuisine, là, Pimp, je ne sais plus quoi, là, dans une télévision traditionnelle, là, médias traditionnels et tout. Puis on utilise ce mot comme le mot bitch. Ouais. L'ennemi est content, ces mots-là. C'est que ça permet, d'une certaine manière, comme le mot travail, client, tous ces mots-là sont utilisés pour banaliser un acte qui, quant à moi, est aussi pire qu'un meurtre. Pourquoi? Parce que quand tu tues quelqu'un, il meurt. Il n'est plus là. Il ne ressent plus rien. Il est mort. Ceux qui vont souffrir, c'est l'entourage. Mais l'exploitation sexuelle, c'est des viols quotidiens, répétés, sur de longues années, tarifés. La personne, elle est morte à l'intérieur. Exact. Mais elle est vivante. Moi, j'ai des victimes qui me disent, je suis comme un zombie. Et le trauma, il prend des années à être contrôlé d'abord. Juste contrôler ses symptômes. Et il suffit d'un son, d'une odeur, d'une image, d'un film que tu regardes, d'une conférence auquel tu assistes, et tout revient comme si tu étais encore à ce moment-là. C'est pire que la mort. Parce qu'au moins, la mort, t'es mort, t'es plus là, tu souffres plus. C'est des meurtres, carrément. Mais il y a une possibilité de rédemption. Donc, par la foi, je crois qu'une personne peut venir à Jésus, on devient une nouvelle création. Il y a un travail restauratif que le Saint-Esprit fait effectuer. Alors, moi, je crois à ça. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est, je me souviens avoir, moi, été condamné à la prison à perpétuité, puis avoir eu cette réflexion-là de, je serais aussi bien être mort plutôt que d'être forcé à souffrir à travers cette peine-là que j'ai à purger. Donc, les victimes me le disent. Mais c'est ça, elle purge une peine. Elle purge une peine à perpétuité. À perpétuité. Ouais, c'est bien, c'est un parallèle intéressant. C'est vrai qu'on peut, à force de thérapie, moi je peux vous dire, il y a même des victimes qui font plusieurs thérapies. On peut réussir à vivre un peu en paix. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. C'est plus facile pour un... Pas facile, le mot n'est pas adéquat. C'est plus possible pour un proxénète et un prostitueur d'arriver à se réhabiliter, à prendre un chemin beaucoup plus bienveillant, plus respectueux et empathique de l'autre, qu'à une victime, de passer de l'étape de victime à survivante et de passer, et c'est cette étape qui est la plus difficile, de passer de survivante à libérée. À libérer, libération. Je vais prendre une seconde pour interpeller parce qu'on en a parlé de ça quand on a reçu Hélène avec des gars de l'Église. Puis même à l'Église, on a cette même chose-là. Donc, alors qu'on parle de la force rédemptrice du salut de Jésus, qui est offert par Jésus, donc moi, je viens à l'Église, meurtrier condamné, libéré, puis on m'accepte, on m'accueille, bienvenue, on t'aime, il n'y a pas de problème. Puis pourtant, on a vu des filles, puis je nommerai ces filles-là, mais j'ai vu des filles venir à l'Église, puis pas se sentir acceptées, pas se sentir reçues. Puis je me souviens d'avoir eu une conversation avec des jeunes hommes où c'était ça le sujet. Puis la question était de dire, est-ce que tu crois à leur rédemption? Si la Bible dit que tu es une nouvelle créature en Christ, que le passé est effacé, que toute chose devienne nouvelle, est-ce que tu daterais à cette fille-là? Puis les gars disent non. Puis c'est là où pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement triste, hypocrite, mais il y a un travail à faire à dire, il faut recevoir ces femmes-là. Il faut ouvrir nos cœurs à ces femmes-là. La rédemption doit être pour les femmes comme elle est pour les hommes, tu sais, puis c'est un petit peu un appel que je lance, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là chez les jeunes hommes, en tout cas, parce qu'on le vit beaucoup. On est dans un réveil spirituel, on a plein de gens qui affluent à l'Église, puis on voit plein de filles qui ont grandi à l'Église, qui fréquentent des garçons qui n'ont pas grandi à l'Église.
Mais on voit pas beaucoup de ces filles-là qui sont venues à l'Église un peu plus tard, qui ont un passé, qui ont une historique, être reçues puis être accueillies. Pourquoi tu penses que c'est plus tough pour les gars d'accepter le passé sexuel, mettons, de la fille que... Parce qu'il y a cette perception, ou plutôt cette programmation mentale où on pense qu'il y a un choix. Elle voulait faire de l'argent. Elle est allée travailler. Elle est allée travailler, elle voulait faire de l'argent. Ses morales sont corrompues. Elle voulait ça. Moi, j'ai même entendu des aberrations. C'est le plus vieux métier du monde. Oui. Et d'ailleurs, en passant, je tiens à préciser, ce n'est pas le plus vieux métier. Le plus vieux métier du monde, c'est agriculteur, agricultrice. Alors, dans toutes les actes. C'est, vous savez, le travail de la terre, là, Oui. c'est ça. C'est bien. Puis, la prostitution est apparue avec l'esclavage. C'est quand on a commencé, en tant que société humaine, à faire de l'esclavage, la prostitution est apparue, aussi avec l'agriculture. Tu sais, donc, il faut faire attention, il faut arrêter de dire c'est le plus vieux. Ça, c'est la phrase. Accepter des mensonges parce qu'ils sont répétés depuis tellement longtemps. Et, oui, tout à fait. Et en même temps, quand on dit le plus vieux métier du monde, on fait deux choses. On banalise, mais en même temps, on amène un sentiment d'impuissance, qu'on ne peut rien changer. C'est comme ça. Et ça, c'est une rationalisation pour accepter la société dans laquelle on est, où on ne veut pas changer certains systèmes, comme celui de la prostitution. Je me souviens de la conversation avec Rems puis Mick Faber, shout-out. Mais c'est la même question quand j'ai... Puis là, j'amenais l'idée de ne pas se masturber puis pas regarder de porn. Ouais. Puis il dit, ben non, mais tout le monde fait ça. Ah, vous voyez? Je dis, ben non. Non, c'est pas le tout le cas. monde. Oui, c'est ça. Il y a un choix qui est fait. Oui. Que- Puis, de la même manière, le fait d'amener ces termes-là, ça fait en sorte que hommes et femmes, certaines femmes aussi, regardent les personnes qui ont passé par des chemins prostitutionnels comme responsables de leur propre victimisation. Mais moi, ce que je constate avec les victimes ou les survivantes, c'est qu'il y ait un proxénète ou qu'il n'y ait pas de proxénète, il n'y a pas de choix, il n'y a pas un choix réel qui est fait. C'est un jeu truqué. Puis l'autre élément tellement hypocrite pour moi, là, remarquez bien, quand on parle de prostitution, d'exploitation sexuelle, avez-vous remarqué que c'est considéré comme un problème de femmes? Avez-vous remarqué? On parle beaucoup des femmes qui sont exploitées. Quand on parle de ça, c'est des femmes qui prennent la parole pour dire « ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change ». Mais c'est un problème d'hommes. 95% des prostitueurs sont des hommes. La grande majorité des proxénètes sont des hommes. C'est un système fait par des hommes pour des hommes, mais qui met de l'avant des femmes. C'est tellement hypocrite, c'est incroyable. C'est un système, là, d'une hypocrisie incroyable. Je prends un parallèle, parce que c'est vrai, parce que, tu sais, on voit souvent comme la femme qui se prostitue comme la victime, mettons. Mais aussi le gars, là, qui vient de dépenser je sais pas combien, puis après ça, ça a duré pas longtemps. Ouais. Puis après ça, c'est fini, puis il retourne à sa famille qui est soit brisée ou... Ouais. Lui aussi, c'est une victime. On dirait que c'est juste moins évident, là, parce qu'on pense que c'est un choix, mais, tu sais, ça leur vient à comme... c'est que tout le monde me disait comme, ouais, mais quand tu viens à Jésus, tu peux profiter de ces genres de choses-là, puis tout, mais c'est comme, je pense que ces gens-là réalisent pas que, comme, t'es prisonnier du péché aussi. C'est soit que t'es esclave de Dieu ou esclave du péché, tu sais. Puis je pense que tout ça, tous les gens sont tous prisonniers de cette structure-là qui est mise en place, puis que... Détruit. Ouais, je comprends votre point, parce que vous avez raison sur les prostitueurs. Là, quand on prend les prostitueurs, c'est pas tous les hommes qui vont aller payer pour avoir du sexe. C'est pas tous les hommes. Donc déjà, il y a des catégories d'hommes qui sont prisonniers, comme vous le dites, de leur carence mentale, de leur carence personnelle. Qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, on va avoir des hommes qui ne sont pas capables d'avoir une relation avec une femme.
Donc, ils vont aller payer pour avoir ça. Exact. Il y a une autre catégorie. Affective, tu veux dire. Oui. Quand tu parles de Oui, relation. oui, oui. Ils ne sont pas capables d'avoir une relation affective et sexuelle. Ils ne sont pas capables. Ils ont peur des femmes. Ou ils ne sont pas capables d'entrer en relation avec une femme. Il y a cette catégorie-là. Il y en a d'autres, ils ont besoin de payer pour avoir du sexe parce qu'ils veulent être dominés dans l'acte ou être dominés dans l'acte. Alors, ils vont payer. Il y en a d'autres qui veulent faire des actes extrêmement perverses que jamais une autre femme va accepter de faire. Tu sais, des actes abominables. Ouais. Je ne vous en parlerai pas, là, c'est abominable. Mais ils payent pour les faire. Il y en a d'autres, ils veulent pouvoir assouvir des perversions de type pédocriminel. Parce que ce qu'on a, je vous donne un autre élément aberrant de notre système, un enfant de 15 ans qui se fait agresser sexuellement par un adulte, on attrape l'adulte, on va l'accuser d'agression sexuelle sur mineur, on va le mettre en prison, on va dire c'est un pédophile. Il a eu plusieurs victimes comme ça. Prenez un homme, même âge, qui va aller payer pour une jeune fille de 15 ans, on va l'attraper et puis on va l'accuser d'achat de services sexuels sur mineur. Ah oui! Ouais. On fait une distinction. On fait une distinction. Quant à moi, j'estime que c'est des agressions sexuelles sur mineurs. Le policier pourrait porter une autre accusation qui est celle d'agression sexuelle sur mineurs. Il y en a qui le font, mais il y a des cas... générale, ils ne le font pas. Pas forcément. Moi, c'est ça qui, pour moi, c'est une aberration, ça. Comment ça se fait qu'on met juste... supposons que le prostitueur n'a pas violenté la personne. Il a juste acheté, vous voyez le mot? Juste, acheté des services sexuels de mineurs. Il faut le faire. Donc, vous voyez le traitement différentiel dans la manière dont on voit des enfants de 15 ans, des ados de 15 ans, si on te paye ou si on ne te paye pas. Le système est complètement hypocrite quant à moi. Il y a un grand manque de courage dans ce système-là. Quant à moi, là, ce serait, il n'y en a pas de travail du sexe. Je ne finance plus. Aucun sou de l'État ne va aller à des organisations qui font la promotion de la prostitution et qui maintiennent les personnes dans la prostitution, mineurs ou adultes. Jamais. Et en plus de ça, je vais établir clairement que dès qu'il y a un mineur, agression sexuelle, that's it. Puis, il n'y a même pas achat de services sexuels. Si tu veux ajouter, tu peux, juste la cerise sur le sundae. Mais c'est vraiment agression sexuelle sur mineurs en tout temps, en tout temps. Je sais qu'ils font. Ça arrive des fois, mais c'est pas automatique. C'est ça, c'est pas automatique. Je ferai en sorte que le système n'accepte plus le mot travail du sexe, client, tous ces vocabulaires-là, là, comme en Suède. En Suède, là, il n'y en a pas de travail du sexe. Est-ce que c'est illégal en Suède? En Suède, ce qui est illégal, c'est comme chez nous, l'achat de services sexuels et le proxénétisme. Ces deux-là sont illégaux. Donc, ça veut dire quoi? Comment la Suède a arrangé son coup, comme on dit. Et nous avons imité la Suède. Ils se sont dit, c'est un système qui est basé sur l'offre et la demande. On va attaquer la demande. Tout simplement. Alors, ils ont criminalisé l'achat de services sexuels, ce qui fait qu'une personne peut dire « Oh, mais moi, je choisis, je veux me prostituer. » Oui, mais tu n'en auras pas de clients. Tu vas devoir trouver les moyens Tu invites la personne à commettre un crime afin de pouvoir vendre ton service. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras même pas parce que la personne, même si tu le fais, parce qu'il y a toujours un petit peu de prostitution en Suède, ils vont le faire, puis ils pourront même porter plainte contre le prostitueur et elle va aller au poste de police, là. Il n'a pas payé ou whatever, il m'a touché, il m'a fait mal, etc. Le gars va se faire arrêter, la personne ne va absolument rien avoir. Okay. C'est exactement le système qu'on a ici. Alors, si on a ce système-là, là, on va revenir parce qu'on sait... Ouais. Comment ça se fait qu'on a le Grand Prix? Alors, décrire ce qui se passe au Grand Prix, puis je pense que c'est là qu'on s'est écarté tantôt, mais ces jeunes filles-là qui sont amenées de partout sur le continent, presque. Oui, et en même temps, bien recrutées chez nous et, disons, dans un bon rayon. OK.
vont se retrouver dans tous les motels, les hôtels, ce qu'on appelle les out-calls. OK. Et ils vont se retrouver aussi dans les in-calls. Donc, les gars vont, les proxénètes vont réserver un penthouse, ils vont réserver des hôtels, des chambres d'hôtel, et les prostitueurs vont converger. Ou le contraire. Donc, les personnes prostituées vont aller vers les chambres d'hôtel et tout. Et là, je tiens à vous dire que du plus luxueux des hôtels à Montréal jusqu'au plus miteux des motels, il y a de la prostitution. Oh. Spécifiquement cette semaine ou tout le temps? Ah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dépend du prostitueur, s'il a de l'argent ou pas. Et je vous dirais, toute il n'y a pas assez encore de prévention, d'information qui est faite dans les hôtels. Il n'y a pas assez d'implication des complexes hôteliers pour mettre fin à cette pratique. Il y en a parce pas. que c'est leur pain. Tout à fait. C'est leur gros client. Surtout avec la F1, c'est leur gros client. Donc, ils vont pas aller, ils vont voir, ils vont savoir, ils vont jouer à l'autruche. Moi, j'ai des témoignages de personnel dans des hôtels, dans des gros hôtels, qui ont vu, qui ont dénoncé et qui se sont fait dire de se taire par les gérants, les boss de la place. Parce que c'est des grands... c'est des bons clients. C'est des très bons clients. Et il faut savoir que la particularité du Grand Prix, comme de certains grands événements que je vous ai nommés tout à l'heure, c'est que ça vient avec la prostitution. Ça fait partie de la culture du Grand Prix. La femme, la voiture, puis le party. C'est un package qui est dans la culture du Grand Prix. À tel point que ils achètent des passes pour tous les grands prix qui se font à travers le monde. Puis ils voyagent. Ils voyagent et ça vient avec la prostitution. Ça vient avec ce qu'ils appellent les escortes. Ce qui veut dire quoi? Il y a même des agences de voyage là, qui vendent le package, l'hôtel, les parties, les passes, les prostituées. Tout vient ensemble. C'est vraiment, c'est différent du festival de jazz, c'est différent des autres festivals culturels qui ont leur propre cachet. Le Grand Prix, son cachet, c'est les femmes, les bagnoles, le gros party, drogue, alcool inclus. C'est comme un package qui vient avec. C'est pour ça qu'il y a cette... je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, les filles étaient habillées extrêmement sexy sur le site même du Grand Prix, avec des petits shorts, tout ça. Pourquoi? C'était une de nos questions. Pourquoi? Donc, tu es là, si il n'y a pas une sexualisation du Grand Prix, ça serait comme, par exemple, les championnats de tennis, Roland-Garros ou les autres, là, ici, là, ça m'échappe, là. Non, je me souviens. Rogers. Rogers. Les personnes qui travaillent sur le site, qui ramassent les balles, là, sont habillées très correctement, puis sportifs et tout. Mais dans le Grand Prix, là, il faut que ça soit c'est la culture. Très, très sexualisé. C'est ça. Tu sais? Pourquoi? C'est parce que c'est ce que les gens recherchent, ma question. Parce que c'est ça. Ça fait partie de la culture du Grand Prix. Je la pose pour mon ami Léo. Les gens qui supportent la F1, est-ce qu'ils ont une réflexion morale à faire sur le support qu'ils font en se disant « je supporte ça, ce pseudo-sport-là », parce qu'ils sont assis dans des voitures, fait que on repassera pour le sport. Tout à fait. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, je pense qu'on a tous une responsabilité. Quand on aime la F1, quand on aime le Grand Prix, ben on a une responsabilité civique, morale, de faire en sorte que le jeu soit le jeu. Celui des voitures de course qui tournent. Après ça, on aura un grand débat sur l'écologie, mais parlons de la sexualisation du Grand Prix. Il y a une responsabilité de tous les fans, de tous les employés. Les gens ne devraient même pas accepter que ça soit comme ça. Une responsabilité même de la ville de Montréal, du gouvernement du Québec
et du Canada de dire on vous finance. Ils financent, ils leur donnent des subventions là, pour faire ça. On vous finance, nous, on attend quelque chose en retour de vous. Mais ça, c'est pas fait du tout. À tel point, quand il y a les événements avant le Grand Prix, il y a la grande fête sur Crescent, la fameuse grande fête sur Crescent. Souvent, les organisateurs du Grand Prix disent « Oui, mais c'est pas nous, il n'y a rien qui se passe sur notre site, on n'a aucune responsabilité par rapport à ça, on est pris en otage par les proxénètes, c'est sur la rue Crescent que tout se passe, bla, bla, bla. » Si tu sais tout ça, pourquoi tu ne fais pas un peu de prévention sur ton site? Grand Prix du Canada, acheter du sexe, c'est criminel au Canada. Juste faites connaître nos lois criminelles. Le touriste qui arrive n'est pas au courant. Il pense qu'il est à Amsterdam, lui. Il pense qu'il est ailleurs dans le monde. Là, il peut faire ce qu'il veut. Mais je pense que c'est souvent comme ça qu'on le présente aussi. Venez à Montréal, Montréal, ville ouverte, c'est le party. Non, Montréal, pas ville ouverte. Non, mais plus maintenant. Montréal, bordel. Bon. Attention, Montréal est considéré comme le Bangkok de l'Amérique du Nord. Autant pour nos amis, c'est comme ça qu'ils le disent. Ils disent Montréal est considéré comme le Bangkok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prostitution, là, tu t'achètes une fille, là, les gars, ils disent, tu achètes une fille comme une pizza. Tu choisis ce que tu veux. On a tout et tous les âges. Donc, c'est ça qui vient. On est considéré, là, notre réputation, là, au niveau mondial, là, on est le Bangkok de l'Amérique du Nord. C'est ça, notre réputation. Donc, en dehors du combat spirituel, que je pense que nous, on a pris comme étant le nôtre, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer? Moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité de tous. C'est-à-dire, on laisse cette responsabilité aux organismes, à la police. C'est nous tous. C'est autant les gens qui aiment la F1. Parce qu'au fond, un commerce, c'est quoi? Si demain matin, là, tout le monde décidait de boycotter Tesla, c'est le plus bel exemple, il va y avoir un impact qui peut être fait. Je ne pense pas que la F1 changerait. Je ne pense pas que le Grand Prix du Canada changerait si le changement ne vient pas du fond, c'est-à-dire de tous ceux qui les financent. Tous ceux qui les financent, autant le gouvernement, autant la ville, autant les fans. Si demain matin, là, tout le monde là, se mettait ensemble là, et décidait de ne plus participer à cet événement-là, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des actes concrets pour faire de la prévention, autant sur leur site que dans leurs gros parties qu'ils organisent, et puis qu'on a les happy hours, là, les after hours, et puis 3 heures du matin, et puis 5 heures du matin, là, qui n'est pas filmé, et qu'on sait qu'est-ce qui se passe là-bas, je pense que ça changerait. Mais pour ça, il faut que les gens se sentent concernés. Fait que, mais mettons, aux 5 consommateurs de F1 qui disent notre technicien Léo, c'est un grand fan de Lewis Hamilton, ça veut-tu dire d'arrêter? Lewis Hamilton. Mais ouais, ça serait-tu d'arrêter de regarder ça? Parce que moi, personnellement, je suis un gros fan de UFC. C'est un peu la même affaire. La ring girl qui se promène tout le temps. Puis depuis que je suis conscient du mal, j'embarque vraiment pas autant. J'aime le sport. Puis je trouve ça plate que le sport... J'aime le combat. Lui, il aime la course. Je trouve ça plate qu'il prenne de quoi qui est beau, puis qu'il le transforme en de quoi qui est sexuel. C'est... Moi, je veux juste... Ça serait un épisode intéressant parce que je trouve qu'il y a une question fondamentalement étrange du fait que la fille se promène en petite short, ça te dérange, mais le gars, il porte les mêmes shorts aussi. Puis ils se tapent dessus l'un et l'autre. S'il y a quelque chose qui est plus inhumain, pour moi, c'est bien plus le gars que la fille dans l'UFC, là. Juste parenthèse, si ça vous intéresse, marquez-le dans le chat, on fera une conversation là-dessus. Puis j'intéressais à tous les chrétiens comme qu'est-ce que tu pensais de la UFC? Ça m'a toujours crotté dans la tête. Bonne question. Bonne question. Mais c'est un bon point, ce que vous avez amené là. Mais parce que le corps des femmes est sexualisé, de facto, dans nos sociétés. Je vais vous donner un exemple. On est en train de faire des guerres politiques depuis plusieurs années au Québec sur des femmes qui portent le voile, qui portent des foulards, qui ont une pudicité. Ces femmes-là le portent par pudicité, d'autres le portent pour des raisons religieuses, mais le
port de ces habits-là, les abeyas qui tombent jusqu'aux pieds, comme ça, le foulard, tout ça, on l'a associé à l'islamisme, on l'a associé au radicalisme, etc. Mais fondamentalement, c'est une question de pudicité. C'est-à-dire, quand vous allez dans ces pays-là, pourquoi elles sont habillées comme ça? Parce qu'elles sont dans un mode de pudicité. Et de l'autre bord, on a valorisé l'impudicité, l'hypersexualisation et la nudité. C'est-à-dire, c'est normal qu'une femme, une fille, soit en petite culotte, soutien et tout, à la plage, disons le lieu où c'est normalisé, c'est-à-dire on est en maillot de bain à la plage. C'est tout à fait normalisé. Mais qu'une femme vient avec un pantalon, là, vous savez, les fameux pantalons pour, comme skidoo, là, OK? Ben, si elle porte un foulard, ben, on considère que c'est un, comment ils appellent ça? C'est un espèce de, ils appellent ça... un affront? Non, il y a un nom pour ça. C'est comme un bikini, mais... Burkini. Un burkini. C'est quoi ça, un burkini? Oui, ben oui. Moitié de burqa, moitié de bikini. C'est comme... Non, en fait, c'est parce que tout est couvert sauf le visage. Alors, ils appellent ça comme ça. Alors ça, si ça débarque dans une de nos plages, c'est comme on regarde le monde comme ça. Tout ce que je veux vous refléter, c'est qu'on vit dans des sociétés où la nudité est normalisée et sexualisée, hyper sexualisée. C'est-à-dire, vous regardez le corps des jeunes sur les vidéoclips, les publicités, surtout, sont hyper sexualisés. Si c'est pas nu, s'il n'y a pas une certaine nudité, il va y avoir des vêtements hyper collants pour qu'on puisse imaginer le reste. C'est que nous vivons dans des sociétés pornographes, carrément hyper sexualisées, où il y a une banalisation totale du corps des femmes et des enfants. Ce qui fait que, quand on en prend conscience, quand on voit un gars justement sur un ring, puis qu'on voit une femme en maillot de bain en train de passer, le message qu'on a, il est sexuel. Mais pour le gars, on ne le voit pas de manière sexuelle. C'est parce qu'on est né dans des sociétés comme ça. Il y a un conditionnement qui est en place. Où le corps des femmes est extrêmement sexualisé. Et le corps aussi d'une certaine catégorie d'hommes. C'est-à-dire les hommes efféminés, androgynes, un peu trans, et les enfants. Ça, c'est une norme sociale sexualisée. C'est ce type d'être humain-là sont des objets sexuels. La femme, l'enfant, l'adolescent et bien sûr l'homme, mais l'homme très féminin aussi. Féminin, androgyne, trans. Dès que vous voyez cette typologie d'humain dans nos sociétés, ben, c'est sexualisé. Beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être passé. J'ai le goût de faire deux choses. La première, ce serait de prier pour tout le monde cette semaine, qu'il y ait une conscience, une prise de conscience, un éveil de toutes parts. Puis ensuite, ben, ce sera d'inviter, s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, qui est tombé sur le podcast, puis tu t'es rendu jusqu'ici, prie avec nous. On est là, on t'attend. Envoie-nous un message. Viens nous voir à l'église. Commente, mais... Pour qu'on prie pour toi. Oui, mais Dieu t'a à cœur. Dieu te voit, Dieu t'aime. Si tu te sens seul, utilisé, abusé, Dieu t'aime. Fait que, ma première prière, ce sera celle-là. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour toute la sagesse dont notre sœur est venue nous partager, Seigneur. On te remercie pour toutes les connaissances. On imagine, Seigneur, le travail qu'elle a dû mettre à acquérir toutes ces connaissances-là. Seigneur, on prie pour que ces paroles touchent le cœur de plusieurs, changent les perceptions, changent la culture, non seulement dans cette ville, dans cette province, mais on prie, Seigneur, dans le monde entier. On croit, Seigneur, à un réveil spirituel. Seigneur, on prie spécifiquement, Seigneur, pour toutes ces jeunes filles-là et aussi les jeunes hommes qui, présentement, ont accepté le mensonge de l'ennemi et ont choisi de vendre leur corps. Ont choisi
ou n'ont pas choisi plutôt, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai de la difficulté moi-même à intégrer ça, mais qui sont victimes, Seigneur, de ces attaques-là, à répétition. On a entendu jusqu'à 25 fois dans une journée. Père, on prie pour que tu les soutiennes, pour que tu les affermisses, pour que tu leur donnes la force nécessaire, Seigneur, et le courage et l'audace nécessaires pour sortir, pour courir, pour fuir. Père, on prie que les églises soient ouvertes et accueillantes et prêtes à les recevoir, Seigneur, dans leur douleur, dans leur souffrance. Père, on prie pour tous les gens qui font partie de ce système-là. Il est plus facile de penser aux hommes qui participent à ça, donc les prostitueurs et les proxénètes. Père, on prie que tu touches leur cœur et que tu enlèves les écailles de sur leurs yeux et que tu leur fasses, que tu les amènes, que tu leur permettes de voir que ce sont des personnes devant eux et qu'ils soient sensibles à ces personnes-là et qu'ils soient donc incapables de les utiliser. Père, on te remercie que tu protèges chacune des personnes qui est là dans une situation dangereuse ou problématique pendant la semaine au complet. Père, on te remercie pour tout ce que tu fais, pour ta bienveillance, pour ton amour, pour la force de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, on fait toujours la même invitation. Comme je le disais tantôt, si tu te sens perdu, si tu te sens seul, Jésus est là, il te tend la main. Il a changé ma vie, il a changé celle de Jay. Il n'y a rien qui est trop grave, il n'y a rien qui est trop pire pour lui. Ça vient par une seule prière. On dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Seigneur, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. Si tu as prié ça, la Bible dit, 2 Corinthiens 5-7, tu es une nouvelle créature en Christ. Le passé est effacé, les choses sont rendues nouvelles. Amen. Du meilleur. Yes. Je sais que tu avais dit de pas. On s'était dit de pas finir tout le temps en posant une dernière question. Mais t'as une dernière question. Let's go. Mais en fait, j'en ai plus qu'une. J'en ai 12. Mais tu dirais quoi à une fille qui se prostitue, qui écoute et qui s'est rendue jusqu'à la fin, ce serait quoi ton plus grand conseil? Tu vaux mieux que ça. C'est ce que Jésus dit aussi, c'est ce que la Bible nous dit. Tu vaux mieux que ça, parce que les proxénètes ou le système prostitutionnel fait croire à la personne qu'elle ne vaut que ça, c'est-à-dire la prostitution, être un objet sexuel. Moi, ce que je dis aux filles ou aux gars, je dis, tu vaux mieux que ça. Tu as beaucoup de valeur. Énormément de valeur. Moi, je vais faire du pouce sur ça. La Bible dit, j'ai prêché un message là-dessus il y a quelques semaines, puis je disais, la Bible dit, tu as été racheté à un haut prix. Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi. C'est ça que tu vaux pour Dieu. Fait que si jamais tu te sens comme si tu vaux rien, c'est un mensonge, ça vient du diable. Retourne-toi de bord. Est-ce que les gens peuvent te contacter? C'est intéressant parce que les proxénètes, vous vous rappelez quand je vous ai dit, il y a comme 2 types de femmes. Ouais. Ce que les proxénètes disent, c'est que ces femmes-là, ces autres, ne connaissent pas leur valeur, n'ont pas appris, n'ont pas, c'est-à-dire la manière dont elles ont vécu leur enfance, leur adolescence, jusqu'à que eux arrivent sur leur chemin. Ben, ils les ont tout de suite identifiées parce qu'ils ont tout de suite vu qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Alors, eux, ils viennent, ils la prennent et ils la façonnent à ce qu'eux veulent, au guichet automatique. Alors, moi, ce que je dis aux personnes victimes ou survivantes, je leur dis, ou ceux qui sont encore là-dedans, parce que c'est ça, je leur dis, connais-tu ta valeur? Puis, tu vaux mieux que ça. Et on a fait, moi, je ne sais pas, peut-être vous connaissez l'organisation La Sortie, qui est une OSBL qui aide les femmes à sortir de la prostitution. On a fait plusieurs campagnes, justement, de prévention pour les adolescents et les jeunes adultes. Ça s'appelle « Tu vaux mieux que ça ». Et on a utilisé le manga pour parler aux jeunes. Et je vous invite à aller voir sur mon site de Mourani Criminologie. Là, vous allez voir...
Vous allez voir... Le lien sera dans la bio. D'accord, vous allez voir, Tu vaux mieux que ça, saison 1, saison 2. Il y a 4 clips, 4 mini-vidéos en BD, en dessin animé, là, manga, où on décrit différentes techniques de recrutement des proxénètes. Et ça commence toujours par « Connais-tu ta valeur ?» Là, ça continue. Puis à la fin, la prostitution, tu vaux mieux que ça. Pour moi, ça résume vraiment, ça résume tout. Parce que les filles qui vont là-dedans ou les gars qui vont là-dedans sont en quête de leur valeur. Ils ne la connaissent pas. Et ils tombent dans un enfer qu'ils croient être le paradis. Ils tombent dans un enfer et quand ils en sortent, ils en sont tellement meurtris que ça prend des années de thérapie. Mais ils réussissent à s'en sortir quand ils veulent s'en sortir fondamentalement, de retrouver la connexion à leur âme, mais surtout de reconstruire, de reconstruire leur valeur, de connaître leur valeur. Et moi, ce que je voudrais dire peut-être à toutes les personnes qui nous voient, en fait, parce que pas nous écoutent, nous voient, si vous avez été victime d'agression sexuelle, ou si vous avez été pris dans un système prostitutionnel, parce que l'IVAC, qui est une organisation qui s'occupe des victimes d'actes criminels, maintenant, après multiples combats qu'on a faits, reconnaît l'exploitation sexuelle comme un crime. Okay. Donc, les personnes qui se sont prostituées dans leur vie, je ne sais pas jusqu'à quelle année ils remontent, il faudra aller voir sur le site de l'IVAC, ben, ils peuvent aller sur le site de l'IVAC, remplir un formulaire et demander les services de l'IVAC pour avoir des services justement avec moi ou avec d'autres en counseling thérapeutique. C'est quelque chose que je fais. Moi, je suis membre de l'IVAC aussi, donc je suis professionnelle de l'IVAC. J'accepte les clients de l'IVAC et maintenant, ils acceptent les personnes qui sont passées par des cursus prostitutionnels. Avant, ils n'acceptaient pas. Okay. Vous voyez, avant, ils n'acceptaient pas parce que pour eux, la prostitution, c'est pas un crime, c'est un choix. Encore là, on a dû se battre pour changer cette idée-là. Puis, tu sais, juste pour revenir un peu, tu avais dit « Connais-tu ta valeur? » Ouais. Tu sais, ce que j'entendais aussi, c'est « Connais-tu ton identité? » Puis, qu'est-ce qui est bon en Christ? C'est quand tu connais ton identité en Christ, justement, tu sais que tu es aimé inconditionnellement. Puis, il y a ça aussi, tu sais, je pense que... Oui. Je pense que l'amour inconditionnel de Dieu... Moi, ça me faisait penser à... C'est le travail du parent. Oui. S'il y a des jeunes filles, s'il y a des jeunes hommes qui ne connaissent pas leur valeur, c'est parce qu'il y a des parents qui ne leur ont pas inculqué la valeur qu'ils ont, qu'ils n'auront pas transmis, traduit ce message-là. Fait que je pense que c'est important puis qu'on le fasse tous. Puis, tu sais, puis ma dernière question, c'était, mais je pense que c'est pas mal la même réponse, mais c'était, puis t'as quoi à dire au gars qui veut aller à F1 puis qui veut aller dépenser, qui a prévu aller dépenser 10-15 000 $, des chambres d'hôtel avec des prostituées puis tout. Mais c'est connais-tu ta valeur aussi? Tu sais, ça peut être la même réponse. Tout à fait. Parce que moi, je dirais déjà, n'y va pas. Bon, il fera bien ce qu'il veut, hein, comme on dit. Mais je pense que ils vont chercher quelque chose parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Ils valent mieux que ça. Tu vaux mieux que d'aller à cette chambre d'hôtel, contribuer à l'exploitation d'une personne. Tu vaux mieux que ces instants, ces quelques instants que tu penses que tu vas triper, que tu vas être sur l'adrénaline, que tu vas avoir du plaisir. Mais quand tu vas rentrer chez toi, là, ça va être vide. C'est tout le temps vide. Ouais. C'est un vide total. Puis ces gens pensent qu'ils sont libres. Puis je me rappelle, j'ai écouté une vidéo YouTube d'un pasteur qui disait, tu penses, le péché te fait sentir que tu es libre jusqu'à temps que tu essaies d'arrêter. Ah ben oui. Puis ça m'avait rentré dedans, ça. Je trouvais que c'est une barre. Ouais. Avec 10 000 $, là, tu pourrais faire beaucoup plus de choses non, mais tu sais, c'est comme, pour ta valeur, là, tu sais, que d'aller... Quelqu'un qui consomme de la porn, il dit, mais je le fais par choix, puis tu sais, essaye d'arrêter une semaine. Tu vas voir, t'es pas mal plus prisonnier que tu penses. Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Contrôle, c'est une drôle de chose. Tu réalises jamais à quel point t'en as peu, à quel point t'en as pas, jusqu'à temps que tu réalises que t'en as peu. » Tu sais, tu penses que t'as du contrôle, puis au moment donné, tu réalises que non, j'ai aucun contrôle. Exact. Puis je pense que tout ça, ça l'englobe ça. Un gros merci. Avec grand plaisir. Un honneur. Merci à vous. Vraiment. Merci. Merci à tous ceux qui sont rendus jusqu'à la fin. You know the drill, like, partagez, commentez.
Continuez à encourager la bonne nouvelle de Jésus. Continuez à encourager. Subscribe. Hey, on vient de pogner 10 000 abonnés. Amen. Puis allez sur Patreon. On a 10 000 sur YouTube, on en veut 10 000 sur Patreon. Ouais. Allez vous abonner à Patreon. Le premier épisode sort mercredi. Sort mercredi. C'est avec. C'est un gros épisode. Vous allez voir. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que vous allez le voir. Vous allez apprendre tout sur les pots maçons. All right, c'était tout pour nous. Un gros merci. Ciao.